Premièrement, j'aimerais dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt là, à être ici comme modérateur, que ce soit tant professionnel, commercial ou autre. Je ne reçois aucune redevance. Euh, J'aimerais remercier l'équipe de l'ESCODI, notamment Dr Goyer, Karine Hudon, qui m'ont beaucoup aidé là, et qui organisent ce congrès-là. C'est magnifique. OK, ça va mieux, oui, ça résonne dans mes oreilles. Donc, on a ici un atelier qui va être divisé en deux parties. La première partie va viser à vous présenter la démarche qui a mené à la production de l'outil québécois. Et j'insiste, c'est un outil québécois qui est, je crois, excellent, là, qui porte sur l'utilisation de la buprenorphine injectable à libération prolongée. Maintenant, on appelle ça le BILP, B-I-L-P. Vous allez voir ça un peu partout dans les slides. Et par la suite, il va y avoir une période de questions de 8 minutes. Et là, c'est un peu too much. Il va y avoir une question de 8 minutes et on va vous demander là, en fait, je vais modérer pour le temps. Malheureusement, on est limité dans le temps pour que vous puissiez aussi évacuer vos occupations à la fin de la journée. Et je serai un petit peu implacable, malheureusement. Mais je suis un homme sympathique, même si je suis implacable sur le temps, je vous le dis tout de suite. Je vais être bien correct. Ensuite, la deuxième partie, on va vous présenter la démarche qui est en train de mener, en fait, à la production de l'outil sur la méthode d'induction de buprenorphine naloxone par microdosage. Puis cette deuxième partie-là va être ensuite suivie par une période de questions de 8 minutes également. Et maintenant, bien, écoutez, je vous prie d'accueillir 3 personnes extraordinaires. On a eu un petit changement là, à l'horaire. On avait Élise Schurter, qui est notre professionnelle de recherche à l'ESCODI CIUS, qui va être remplacée par Dr Goyer. Élise Schurter a été un élément clé, évidemment, dans la production de cet outil-là, une personne extrêmement dévouée, mais elle s'excuse malheureusement aujourd'hui, elle ne pourrait pas présenter aujourd'hui. Elle sera remplacée par Dr Goyer, qui n'a pas vraiment besoin, je crois, de présentation. Ensuite, on va avoir Dr Julie Horman, qui est psychiatre au 6 du Bas-Saint-Laurent, installation Rivière-du-Loup, et Mme Sophie Prophète, pharmacienne au CIUS Centre-Sud de Montréal et UHMF Toxico et Urgence. Donc, je vous invite à les accueillir. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Un, deux, test. Alors, effectivement, je vais vous demander votre indulgence, car j'attrape cette présentation-là que je connais bien et qu'on a fait conjointement à l'ESCODI, en remplacement d'Élise. Et juste pour vous expliquer pourquoi c'est moi qui est là, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui va comme suit. Il était une fois une équipe qui arrivait à l'hôtel la veille d'un événement, qui était tellement excités de se voir qu'ils sont tous allés manger ensemble dans un restaurant qui, finalement, avait peut-être un peu de contamination de sa nourriture. Alors, nous sommes plusieurs à être un peu croches aujourd'hui. Vous nous excuserez pour la couleur de notre visage. Voici les objectifs de l'atelier. Résumer les données probantes qui ont mené à l'outil qui va vous être présenté dans un deuxième temps et expliquer donc ces outils cliniques-là, autant au niveau de l'injection de buprenorphine, de Sublocade et du microdosage. Alors, vous allez voir le guide, vous l'avez sur votre table. On est bien fiers, c'est notre nouveau bébé fraîchement né. Et je vais essayer rapidement, si vous voyez la fumée qui sort de mon cerveau, c'est que vraiment ça va chauffer, de faire en 10 minutes le résumé de la littérature qui a mené à la création de l'outil. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous rappelle que malheureusement, je pense qu'on peut le dire, on a seulement du Sublocade pour l'instant au Canada, mais qu'il existe une autre formulation qui est le Buvidal, qui a beaucoup plus de posologie et d'ajustements possibles. Donc, ce qu'on a pour l'instant au Canada, c'est la formulation de 100 mg et de 300 mg.
Pour arriver à la création d'outils, comme on fait pour tous nos outils d'ailleurs, on fait une revue de littérature, le plus ou moins extensive, dépendant des données, du temps et de ce qu'on a devant nous. On a eu les données jusqu'à 2021. Pour ceux qui vont poursuivre aussi pour la rencontre de la communauté de pratique, demain, il y a un atelier complet là, sur la buprenorphine qui va se faire, qui va permettre même de présenter les données les plus récentes. Et nos deux questions de recherche étaient, quelle est l'efficacité de la buprenorphine injectable à libération prolongée comparativement au traitement standard? Vous allez voir que la plupart des études sont encore contre placebo, ce qui est un peu gênant, mais c'est comme ça encore dans le milieu de la dépendance beaucoup. Et quelles sont pour les cliniciens intervenant auprès des personnes utilisatrices d'opioïdes les modalités d'utilisation de la buprenorphine injectable dans le cadre du traitement? Donc, comment on le fait? C'est quoi les enjeux au niveau insuffisance rénale, insuffisance hépatique, grossesse, alouette? On a commencé avec 4121. Ensuite, il y a eu 3000 articles là, qui fitaient dans nos critères. Et finalement, une fois qu'on a vraiment passé à travers la sélection, on est resté avec 16 articles, dont 3 essais randomisés contrôlés, ce qui est habituellement ce qu'on cherche comme type d'article, et 5 études cliniques non randomisées. On a aussi des études observationnelles, 6, qui incluent des rapports de cas. Vous allez voir aussi pour microdosage, on est beaucoup plus dans de la littérature de rapports de cas, beaucoup plus molle. Ici, quand même, on avait des études un peu plus robustes et 2 analyses économiques qui peuvent être des arguments qui sont intéressants aussi pour nous. On a aussi regardé la littérature grise. Je m'excuse, ça frétille un peu. On fait toujours ça aussi, d'aller voir les guides cliniques, voir ce qui est dit ailleurs, ce qui est fait partout dans le monde. Donc, 5 documents des compagnies pharmaceutiques, surtout pour les monographies, aller voir ce que le producteur nous dit de faire ou de ne pas faire, et 6 guides cliniques de l'Australie, 1 du Royaume-Uni, 4 du Canada, et un guide à l'intention des personnes en traitement. Je vous rappelle aussi que ce matin, vous avez reçu sur la table faire un choix éclairé dans lequel on a inclus les modalités, comment on fait le counseling, comment la personne peut réfléchir à son traitement. Donc, je vais vous présenter les articles scientifiques qui ont été retenus très rapidement. On a un premier essai randomisé contrôlé qui est le seul qui concerne la Sublocade. Les autres sont sur le Buvidal. C'est celui de Haight en 2019. C'est pas mal le plus incontournable. Et l'objectif était de déterminer l'efficacité de la buprenorphine injectable, toujours à libération prolongée, comparativement à placebo. L'étude avait 504 patients sur 24 semaines. Vous allez voir qu'on a quand même des études avec un nombre assez élevé de patients. On n'est pas dans des milliards et des milliers, mais quand même. Ensuite de ça, 2018, essai contrôlé randomisé de Loveval qui portait sur le Buvidal. Il comparait la buprenorphine injectable à la buprenorphine naloxone sublinguale. Donc là, on est vraiment dans autre chose. Et 428 participants, 24 semaines. Ensuite de ça, on a l'essai randomisé contrôlé de l'Inseris, publié en 2021 sur le Buvidal. L'objectif est de comparer la satisfaction des participants entre la buprenorphine injectable et la buprenorphine orale. Là aussi, il y a des nouvelles choses qui ont été publiées dans les dernières années. Mais ça aussi, c'est un critère quand même d'intérêt pour nous, surtout avec la liberté théorique que donne une injection au mois au lieu d'aller tous les jours en pharmacie pour dire quelque chose. 119 participants, 24 semaines. Ensuite, on a les 5 études cliniques non randomisées qui ont environ entre 227 et 669 participants, quand même bien, sur une durée de 24 semaines à 24 mois. 6 études observationnelles. De facto, les études observationnelles sont sur des petits nombres habituellement qui vont de 1 à 41 personnes dans les études. Et des études économiques aussi. Vous voyez qu'il y en a une qui est en prison et au niveau aussi des ressources associées ou de l'économie de ressources associées au fait qu'on ne verra peut-être pas le patient autant s'il est sur injectable. Alors, encore une fois, très rapidement, on va faire le tour on a ramassé tous les résultats par issue de traitement quand il y en avait une, le outcome en bon français. Mais c'est ça, des résultats un peu plus mitigés ou moins clairs entre la rétention en traitement entre l'injectable et le sublingual, ce à quoi on aurait pu s'attendre un peu, mais probablement que les prochaines années vont nous confirmer un peu plus à ce niveau-là.
Au niveau de l'utilisation des opioïdes, c'est des résultats quand même mitigés. Encore une fois, avoir un traitement injectable est mieux que le placebo, mais on voit quand même que dans certaines études, semble avoir une certaine supériorité de la buprenorphine injectable, mais encore là, c'est pas assis très, très solide. Ça plaît à l'esprit, puis on va en reparler demain, parce que quand on donne une formulation injectable, on est vraiment en train de saturer les récepteurs de façon beaucoup plus vite et beaucoup plus puissante. Donc, on devrait voir un effet sur l'utilisation des opioïdes, mais encore là, les résultats sont pas encore très, très clairs. Utilisation d'autres substances, pas grand-chose, pas de données très, très franches à ce niveau-là. On se rappellera que dans nos vieilles études avec la méthadone, on avait l'impression que donner de la méthadone, ça l'aidait pour de la cocaïne, à baisser la cocaïne. Qu'est-ce qui est quoi? On ne retrouve pas ça pour l'instant actuellement. Qualité de vie et fonctionnement social, on a surtout des données au niveau de la situation de l'emploi et dans certaines études, il y a l'air d'avoir une augmentation des gens qui ont un emploi entre le début et la fin de traitement, plus d'heures travaillées, donc semble quand même avoir quelque chose au niveau de la qualité de vie. Encore là, ça fait du sens. Qu'est-ce qui est quoi? Est-ce que c'est d'avoir la bonne molécule ou c'est d'avoir plus de liberté pour pouvoir aller au travail? Santé mentale et santé physique, on a surtout des améliorations au niveau de la santé physique avec la BILP, selon les questionnaires qui ont été utilisés dans les études, souvent des études le plus observationnelles. Au niveau de la satisfaction de traitement, les gens semblent avoir préféré la buprenorphine injectable comparativement à la buprenorphine orale et de façon générale un haut taux de satisfaction pour la molécule. Au niveau des envies impérieuses de consommer, mieux connues sous le nom de craving, on a très peu de données, mais il ne semble pas y avoir de différence entre buprenorphine orale ou buprenorphine injectable. Symptômes de sevrage, on aurait une amélioration des symptômes de sevrage entre le début et la fin des différentes études, mais ce qui est très surprenant, c'est peu de différence au niveau de la buprenorphine orale versus buprenorphine injectable. Ça aussi, ça plaît moins à l'esprit, là, étant donné qu'avec nos grosses doses de buprenorphine injectable, souvent, on a des concentrations sériques beaucoup plus élevées. Peu de données sur la douleur. La seule étude qui mentionne la douleur indique que les scores de douleur ont diminué entre le début et la fin de l'étude, mais elle ne donne pas plus de détails. On va avoir des questions à quoi faire quand il y a de la douleur par-dessus notre molécule injectable, par exemple. Posez-moi pas cette question-là, s'il vous plaît. Au niveau des événements indésirables, c'est à peu près les mêmes événements indésirables qu'on voit dans la plupart de toutes nos études sur les narcotiques, à la différence, évidemment, des événements indésirables liés à l'injection. Infection, douleur, ulcère, etc. Au niveau des coûts, on a... c'est significativement moins au niveau des jours passés à l'hôpital parmi les participants qui recevaient buprenorphine injectable versus placebo. Ça aussi, ça plaît à l'esprit. Et quand on regarde les projections là, des analyses économiques anglaises, il est possible que l'utilisation de buprenorphine injectable engendre une réduction des coûts directs et indirects par rapport au traitement habituel. Encore là, ça plaît à l'esprit. On voit le patient, on l'injecte, il voit moins en pharmacie, il vient moins en clinique, beaucoup plus de liberté. C'est évidemment des études qui ont des limites. Vous l'avez vu, juste 3 essais randomisés, contrôlés. On a vraiment en dépendance, là, plus on gratte, plus on se casse le pompon. C'est des méthodologies tellement hétérogènes. Personne ne fait pareil. Personne nomme les affaires de la même façon. C'est quand même complexe. Souvent, c'est des études qui ont été initiées à la base par des compagnies pharmaceutiques où les pharmaceutiques ont été impliqués. Très peu de données sur le mésusage et le détournement, qui est quand même moins un enjeu avec cette molécule-là toutefois. Et je termine en remerciant le comité d'experts qui a revisé le guide et qui a été vraiment présent à tous les niveaux. Et souligner aussi vraiment qu'on a eu un comité d'experts et une analyse pour le volet grossesse et allaitement qui a été vraiment très, très solide et qui va beaucoup nous aider, je pense, là, pour la suite des choses. Donc, merci tout le monde. Je passe la POC à Julie. Donc, vous m'entendez bien? Parfait.
Je vous présente je vais essayer en 15 minutes notre guide. Donc, comme Marie-Ève le disait, c'est notre nouveau bébé. On est bien fiers de lui. Vous l'avez en copie papier. On a fait un peu le même principe que pour notre guide, là, pour le Cadian. Donc, on a mis vraiment le corps des informations dans le guide, mais avec des annexes plus détaillées pour que les gens qui ont envie d'aller pousser plus loin, par exemple, en termes d'interaction ou en termes de contre-indication, puissent s'y référer. Même chose pour les annexes là, d'ordonnance puis de suivi là, des patients. Donc, Dr. Julie Harmon, je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est vrai, Karine m'a dit au moins 5 fois de ne pas oublier de le dire, donc j'en ai pas. Donc, au niveau des principes généraux, comme je vous dis, là, je peux pas lire vraiment, je peux pas vous lire tout ce qui est écrit dans la présentation. Je vais vous cibler les points clés. Donc, comme on le disait, l'acronyme qu'on a choisi, c'est le BILP, donc pour buprenorphine injectable à libération prolongée. Comme la Suboxone, le sublingual, c'est un agoniste partiel des récepteurs opioïdes de type mu et des récepteurs là, ORL1. La formulation disponible Sublocade, ici au Québec. Donc, au niveau des informations importantes, par voie sous-cutanée aux 28 jours, mais avec un intervalle possible de 26 à 42 jours. L'autre fait intéressant, le taux plasmatique est atteint en 24 heures, puis sa demi-vie plasmatique de 43 à 60 jours, ça va avoir, je vais faire des liens avec ces informations-là un petit peu plus tard. L'état d'équilibre est atteint après 4 à 6 mois, donc 4 à 6 injections. Au niveau du QTC, c'est comme pour le Cadian, on a toujours le fameux QTC qui nous revient à l'esprit. Donc, il y aurait moins d'impact négatif au niveau du QTC que pour la méthadone. Admissibilité, avoir un diagnostic de trouble d'utilisation des opioïdes tel que décrit dans le DSM-5. 18 à 65 ans pour les personnes cibles, parce que c'est les personnes qui ont été étudiées là, dans nos études. À noter que dans le guide, vous allez voir qu'il y a souvent des petits encadrés avec une ampoule. Donc, c'est des faits à noter ou même des bulles pour l'équipe de soins partenaires. Donc, ce qu'on souligne, c'est que pour ce qui est de la population gériatrique ou de la population pédiatrique, c'est vraiment une balance décisionnelle, là, risque-avantage avant de prendre une décision, à savoir si on utilise le Sublocade. Pour les contre-indications, on a fait un peu comme avec l'outil Cadian. Donc, ça, c'est les contre-indications principales, mais on vous a fait une annexe avec les contre-indications qu'on a divisées en contre-indications qui nous semblent absolues versus relatives. C'est des contre-indications qu'on a débattues dans notre comité d'experts parce que ce type de distinction-là n'est pas fait dans la monographie, donc on voulait être capable de bien vous guider. Je vous dirais que celle qui nous a fait creuser un peu plus la tête, c'est en ce qui concerne l'insuffisance hépatique chronique, modérée à sévère. Donc, on a pris position comme quoi le Sublocade n'était pas recommandé pour les insuffisances hépatiques chroniques modérées à sévères, donc Child B et C, pour diverses raisons qui sont détaillées justement dans l'annexe 3 au niveau des ajustements de dosage. Mais en résumé, c'est qu'il ne faut pas oublier que on injecte la personne avec une formulation longue action à effet prolongé. Donc, si jamais il y avait des problématiques ou si jamais le métabolisme était impacté, il y a plus de chances d'accumulation là, au niveau de la médication. Donc, c'est pour ça qu'on a pris position pour le mettre là, dans nos contre-indications. Au niveau de l'évaluation avant le traitement, on a vraiment tenté là, de vous guider pour justement les gens qui veulent commencer à le prescrire, les gens qui veulent commencer à faire le suivi. Ça peut être intéressant aussi pour les intervenants psychosociaux de savoir un peu les étapes à travers lesquelles là, les patients peuvent passer avant là, d'avoir accès à leur traitement. On vous a mis aussi en annexe 5 justement comment obtenir le consentement libre et éclairé de la personne avant là, chaque traitement. La particularité qu'on a tenté de cibler aussi dans notre outil, c'est justement l'évaluation de la fonction hépatique, parce que quand on lit bien la monographie, si on veut être by the book, on fait un bilan hépatique avant le traitement pour être capable de suivre si jamais on a l'impression que notre patient développe là, une hépatite aiguë ou des problèmes hépatiques qui découlent de son traitement de Sublocade, ce qui est une pratique qui, personnellement, je n'avais pas été aussi assidue que ce qui était écrit dans la monographie.
Donc, on l'a fait, on vous l'a explicité ainsi. Au niveau du QTC, bien, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut faire un ECG aux clientèles qui sont à risque d'avoir des problématiques cardiaques ou qui ont de la médication qui est déjà à un potentiel d'augmenter le QTC, mais sans nécessairement avoir besoin d'un ECG d'emblée. Pour ce qui est de la conduite automobile et conduite de machinerie lourde, ce qu'on amène à votre attention, c'est que le pic plasmatique arrive dans les 24 heures. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un peu de psychoéducation à notre patient pour dire que c'est dans cet intervalle-là qu'il faut qu'il soit particulièrement plus vigilant s'il y a à conduire ou s'il y a à manœuvrer là, de la machinerie. Pour l'évaluation en cours de traitement, on essaie de vous guider sur quoi faire avant chaque nouvelle injection, comment faire le suivi de la fonction hépatique adéquatement, puis comment faire le suivi, en fin de compte, du risque d'arythmie cardiaque. Pour l'administration, bien, comme peut-être plusieurs d'entre vous le savent, il faut faire la certification qui a été préparée là, par Invidior. Puis, donc, on vous met dans le guide quand même des étapes à penser. Donc, être sûr que votre certification soit envoyée à la pharmacie, que la pharmacie soit à l'aise. Bien, disons, il ne faudrait pas qu'elle soit à l'aise, il faudrait que toutes les pharmacies soient capables de commander, mais on a eu des petits enjeux de pharmacies qui avaient, par exemple, pas la molécule en stock. Donc, si on veut pas, tu sais, arriver puis être face à un patient qui est prêt pour son traitement, mais qui est pas accessible, c'est des choses qu'on peut penser. Donc, on vous a fait un annexe aussi sur un peu un checklist de choses à faire avant de pouvoir là, débuter le traitement. Donc, c'est administré par voie sous-cutanée au niveau de l'abdomen. Le produit doit être gardé réfrigéré, puis maximum 7 jours là, à température pièce. Une autre chose aussi sur laquelle on a réfléchi, parce que des fois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive que des patients arrivent intoxiqués dans mon bureau. Donc, qu'est-ce qu'on fait si la personne arrive en état d'intoxication? Ce qu'on a conclu, c'est que ben il faut être sûr que la personne est encore capable de nous donner son consentement libre et éclairé d'avoir la molécule. Donc, il faut quand même qu'elle soit en état de conscience pour qu'on puisse lui administrer le traitement. Mais sinon, comme le pic plasmatique est atteint dans les 24 heures, on s'est dit, ben finalement, il faut l'aviser de surveiller les symptômes de, par exemple, surdose, mais qu'il n'y a pas de contre-indication à administrer le Sublocade si jamais la personne est intoxiquée. Là, je suis vraiment désolée. J'essaie toujours de me convaincre que je ne suis pas stressée, mais mon corps m'envoie le message que ma bouche est sèche. Fait que je vais juste... Quand on a du rouge à lèvres, c'est encore pire. J'ai vécu ça à un mariage, c'était l'enfer. Bon. J'étais la témoignante, là, puis ouf. Bon. Au niveau de l'ordonnance, on vous a fait aussi une ordonnance, finalement, pour la trousse de départ, comme je vous disais, le checklist, mais on vous a aussi fait un exemple d'ordonnance en annexe, avec des petites choses justement en pensée, comme est-ce que vous avez faxé à la pharmacie, est-ce qu'elle l'a reçu? Puis aussi, certains éléments comme, entre autres, des enjeux régionaux que nous, on vit, là, par exemple, à Rivière-du-Loup. Officiellement, là, je vais vous dire quelque chose qui est hors monographie. Donc, officiellement, le traitement doit être, tu sais, par exemple, le professionnel doit recevoir le traitement soit livré de la pharmacie. Techniquement, la personne n'a pas le droit de l'avoir en ses mains selon la monographie, sauf que pour des enjeux régionaux, parfois, nous, on autorise là, la personne à aller chercher elle-même son injection puis à nous l'amener. Par contre, comme je vous disais, il faut s'assurer qu'elle ait respecté, tu sais, comment l'apporter, tu sais, température pièce, pas plus que 7 jours, etc. Mais, tu sais, ça, c'est un des enjeux qu'on a quand même souligné là, dans notre exemple d'ordonnance. Donc, pour l'induction, techniquement, c'est... On peut débuter le Sublocade quand on est à 7 jours là, d'une même dose de buprenorphine naloxone par voie là, orale pour un intervalle entre 8 et 24 mg. Dans votre guide, vous allez voir qu'on a quand même nuancé pour justement qu'est-ce qui s'appelle le microdosing ou le macrodosing. Donc, on vous a guidé sur certaines pratiques qui sont faites pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup de données probantes.
Techniquement, on suggère à la personne d'arrêter sa formulation par voie orale la veille, puis d'avoir son traitement le lendemain. Cependant, comme je vous disais, comme le pic d'action est dans les premiers 24 heures, il n'y aurait pas de contre-indication à donner la première injection de Sublocade, même si la personne a reçu sa dose le matin. Donc, si elle reçoit sa première injection l'après-midi, c'est correct. Officiellement, c'est 2 injections à 300 mg, puis ensuite la dose de maintien à 100. Dernièrement, si je me trompe pas, c'est cet été, il y a eu un ajout à la monographie pour les personnes qui étaient stabilisées entre 8 et 18 mg. On peut, en fin de compte, donner la deuxième dose directement à 100 mg. Puis, on a aussi certaines données qui démontrent que pour les gens qui ont quand même un trouble d'usage sévère puis qui ont aussi des envies impérieuses, on peut laisser le traitement de Sublocade à 300 mg également. Au niveau des finalement l'arrêt du traitement, on a certaines données qui démontrent qu'on peut injecter le sang puis laisser filer. Puis sinon, l'autre chose, c'est que si on a des inquiétudes, entre autres pour les enjeux d'insuffisance hépatique, on pourrait débuter à 100 mg le Sublocade. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les doses retardées? Comme je vous disais, on a quand même un intervalle entre 26 et 42 jours. Par contre, même si après 28 jours, les récepteurs restent saturés, puis le taux de saturation diminue dans les semaines. Ce qui est dit, c'est que si on a un retard qui ne dépasse pas 4 semaines, on n'aurait pas de perte significative au niveau de l'efficacité. Il faut simplement surveiller les symptômes de sevrage. Puis, si le retard est plus de 4 semaines, il peut avoir une réduction importante, puis ça peut diminuer la tolérance au niveau des opioïdes. Donc, on recommande à ce moment-là si par exemple la personne fait un transfert à la Suboxone sublinguale, d'y aller avec des plus petites doses. 4 minutes, oui. Arrêt et transfert du traitement. Je pourrais, comme je vous dis, vous laisser lire. C'est pour vous guider si la personne veut faire un arrêt volontaire. Donc, ce qui est dit, on se rappelle que selon les guides des bonnes pratiques, on ne recommande pas d'arrêter brusquement nos TAO. Par contre, comment on peut bien accompagner la personne? On vous a mis en lien l'annexe 4 pour l'amélioration des pratiques sur la prise en charge des TUO. Puis, on recommande, si la personne était stabilisée à des doses de 300, c'est sûr qu'on recommande qu'elle ait une dose de 100 avant de l'arrêter définitivement. Puis, il faut quand même expliquer à la personne que c'est assez imprévisible comment son taux plasmatique va diminuer. Est-ce qu'elle va présenter des symptômes après 50 jours, 55? Ça demeure assez variable selon la personne. Fait qu'il faut rappeler les symptômes à surveiller. Au niveau de l'arrêt forcé, sachez que si jamais il y avait une réaction grave ou de l'intolérance, comme le Sublocade, ça crée ce qu'on appelle un petit dépôt qui est visible au niveau de la peau. On peut retirer chirurgicalement le dépôt dans les 14 jours suivant l'injection. Ce n'est pas moi qui fais le retrait des dépôts si nécessaire. Comme je suis psychiatre, je vais juste vous le rappeler. Il y a un petit running gag, moi, puis les abcès et tout ce qui est scalpel, ça fait pas bon ménage. Bon. Puis, sinon, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, il faut quand même, si la personne arrête, l'inviter à surveiller les symptômes de sevrage et ce, sur plusieurs semaines. Au niveau des effets indésirables, encore là, je vais vous laisser les lire, mais sachez qu'on a séparé les effets aussi sur ceux qui peuvent être particulièrement associés à l'injection de Sublocade, hein, qui est comme des choses à vérifier, les abcès, l'œdème au niveau de la peau, de ceux qui peuvent appartenir plus à la molécule en elle-même. Au niveau du métabolisme, on vous invite là, à le lire, mais ce qui est le plus important, je vous dirais, c'est que comme c'est par voie sous-cutanée, le premier passage hépatique là, est évité. Donc, ça va avoir un impact là, sur certaines interactions là, médicamenteuses. Au niveau des interactions, encore là, on vous a fait une belle annexe détaillée qui explique, par exemple, quelle est l'interaction plus spécifiquement. Fait que pour les curieux, vous pouvez aller lire cette section-là.
Au niveau des risques reliés à l'injection, bien, comme on vous dit, hein, il faut absolument, ça c'est une chose très importante, si votre personne amène elle-même son injection, il faut vraiment lui dire que l'administration intraveineuse est très risquée, donc à ne pas faire. Puis au niveau de la gestion de la douleur, bien, Maria vous en a glissé un mot, on n'a pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'assises cliniques, mais encore la semaine passée, j'ai une patiente qui s'est faite opérer, puis pourtant, moi, j'avais tout dit, là, j'avais dit, dis-leur que tu es sous bloqué, qu'il faut, et au pire, qu'ils m'appellent, puis non, ce n'est pas arrivé. Donc, elle s'est fait donner de très petites doses de morphine et ça n'a clairement pas été suffisant. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que techniquement, il faut y aller avec un récepteur opioïde mu pur, là, avec une forte affinité pour les récepteurs. Donc, techniquement, hydromorphone ou fentanyl. Oui, on vous invite aussi à ne pas oublier les approches non pharmacologiques, là, acupuncture, sinon aussi la co-analgésie, Tylenol, anti-inflammatoire, etc. Au niveau de la grossesse, on remercie là, le Centre Image pour leur excellente collaboration encore une fois. Donc, il y avait eu beaucoup là, les inquiétudes étaient surtout à propos du composant là, latrigel. Donc, ce qu'on a conclu, c'est que on n'induit pas autant que possible une femme enceinte avec le Sublocade. J'ai oublié de le dire justement aussi, avant le traitement, techniquement, ce qui est recommandé par la monographie, c'est un test là, de grossesse avant là, d'induire chez les femmes là, qui sont en âge chez les personnes qui sont en âge là, de procréer et aussi de faire une discussion par rapport à la contraception, donc avant d'introduire le traitement de Sublocade. Par contre, si la personne est déjà sous traitement de Sublocade, bien là, on est vraiment dans une balance entre les risques et les bénéfices. Puis c'est pour ça qu'on vous a fait une annexe à ce sujet. Puis, on vous invite aussi dans ces contextes-là, ça vaut la peine soit de consulter un expert là, en périnatalité et TAO ou de joindre l'ESCODI pour qu'on puisse là, vous diriger vers les bons experts. Donc, on a quand même essayé de vous détailler cette section-là pour vous guider le plus possible dans quoi réfléchir en termes de grossesse. Puis, juste avant que je me fasse couper la parole, au niveau de l'allaitement, c'est un peu la même chose, mais on a encore moins de données, je vous dirais. Donc, encore là, c'est une balance risque-bénéfice bien importante à faire avec la personne, mais aussi d'explorer qu'est-ce que ça veut dire pour elle allaiter, hein, parce que pour certaines femmes, c'est très important. Donc, ça vaut la peine d'avoir une discussion à ce sujet-là. Pour les annexes, je vous en ai glissé un mot, mais on est très fiers de notre petite annexe pour que vous puissiez localiser avec le schéma. Donc, tu sais, des fois, c'est visuel, ça peut être utile. Puis, pour notre ordonnance, donc, vous allez avoir l'outil accessible sur Internet. Donc, si vous voulez faire estamper votre ordonnance dans votre CIS ou CIUS, je pense que ça peut être très utile. Voilà. Il y a plusieurs variantes, puis le protocole de Dr Germain, là, à la fin, en 0.5 BID, qui se rend jusqu'à 8 mg BID sur 7 jours. On peut regarder ça puis se dire, OK, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit un plus que l'autre? En réalité, c'est vraiment, on est vraiment dans la littérature molle, là, comme Marie-Ève disait, c'est-à-dire que on n'a pas de comparaison, de supériorité d'un protocole par rapport à l'autre ou quoi que ce soit. On se tient vraiment disons, en terrain où on se dit, bon, ben on va essayer celui-là, puis on va voir si ça fonctionne bien, combien de cas ont utilisé telle ou telle façon. Fait que c'est un peu ça nos discussions. Tu sais, on voit aussi la progression. Là, j'ai continué dans les protocoles courts, c'est la deuxième diapo. Il y a le BC en Saskatchewan qui ont fait aussi une progression jusqu'à 12 mg. Manitoba, tu sais, à peu près toutes les provinces se sont dotées d'une espèce de recette, entre guillemets. Et pour le protocole court et pour le protocole long, ça va jusqu'à 14 jours. On a aussi plusieurs options de progression, soit sur du DIE ou du BID. Généralement, dans le fond, à peu près à 4 mg, on mentionne qu'il est possible d'arrêter l'opioïde pur qui est utilisé.
Tout ça pour en venir à un peu une présentation du travail que j'ai fait pour l'ordonnance préimprimée de microdosage qu'on a au CIUS Centre-Sud, que j'ai travaillé avec Ève Guillotte. Dans le fond, on a ramassé aussi tout ce que les données dans la littérature. Puis en faisant ce travail-là, puis en faisant le travail aussi pour l'outil, dans le fond, on s'est rendu compte qu'on était en train d'essayer de trouver la meilleure recette à la manière de, c'est quoi la meilleure recette pour un protocole d'insuline, par exemple, d'un patient qui arrive. C'est dur à dire, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on a mis quelques exemples de courts, de longs, puis on en a mis un aussi custom pour si le prescripteur voulait y aller de la progression selon ce que le patient était à l'aise ou quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Au sens où, grosso modo, on a des données, on a des trucs qui ont été utilisés dans des rapports de cas, mais dans le fond, la bonne réponse, c'est d'essayer d'y aller avec au moins la durée que le patient est d'accord et aussi le temps qu'on a pour le faire. Des fois, ça peut être ça. Puis c'est ça, BID versus DIE, c'est voir aussi la disponibilité pour faire le suivi de ça. Donc, voilà. Donc, parlant de suivi, mais on peut proposer des suivis réguliers par téléconsultation, suivi avec le pharmacien ou une visite à domicile pour voir si ça va bien, le microdosage. On peut utiliser les plaquettes alvéolées ou les piliers jetables pour faciliter la prise des médicaments. Il peut aussi y avoir des doses non supervisées, ça c'est à la discrétion du prescripteur. S'il y a 2 doses par jour, par exemple, le patient peut aller chercher sa dose du matin à la pharmacie puis emporter la 2e dose à la maison. Voilà. Il n'y a pas tant d'effets secondaires ou indésirables rapportés. Par contre, il y a des symptômes de sevrage qui peuvent survenir. Je vous dirais que les symptômes de sevrage souvent apparaissent vers la 4e ou la 5e journée de l'induction au microdosage. On peut utiliser, en fond, l'INES avait publié une trousse de sevrage contenant les différents médicaments qu'on peut utiliser là, pour les nausées, diarrhée, anxiété, insomnie, etc., douleur. Donc, dans notre guide, on va soit se référer à celui de l'INES ou vous proposer des options également. Et donc, voilà. Alors, j'avais envie de vous demander, étant donné que, bon, tout le monde en microdosage, il va un peu de sa recette, comme si c'était un protocole d'insuline, là. Est-ce que des gens entre vous, parmi vous, utilisent cette méthode-là pour induire les patients à la Suboxone? Et avez-vous vu des embûches sûrement dans votre pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux? Donc, j'ouvrirai la discussion aux gens parmi nous. Peut-être dire, pendant que vous vous en venez au micro aussi, que pour moi, le microdosage, c'est vraiment, ça fait partie de mon pitch de vente ou en tout cas de mon continuum de soins pour les patients. Je l'utilise, moi, le microdosage, chez quelqu'un qui n'a pas de traitement, puis on pourrait le faire. On n'y pense pas souvent. Dire, on va commencer ça, mais continue à consommer au lieu de te faire doser en arrêtant ton héroïne ou en arrêtant ce que tu consommes puis en tombant en sevrage. On pourrait. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'essaie souvent de montrer aux patients, surtout ceux qui sont tannés des effets secondaires, qui sont tannés d'être sur méthadone, sont tannés d'aller tous les jours en pharmacie, de dire c'est comme un véhicule pour te transférer vers la buprenorphine orale. Puis après quelques jours là-dessus, il existe le Sublocade, puis tu pourras aller une fois par semaine une fois par mois en pharmacie. Puis je ne m'attendais pas à avoir de grands succès. Là où moi je travaille, on est dans des très grands consommateurs. C'était pas supposé marcher. Puis je pense que les gens sont tellement tannés des contraintes liées à aller en pharmacie tout le temps que finalement, on se retrouve à avoir quand même pas mal de patients. Fait que je fais juste vous le dire parce que derrière ça, il y a comme une séquence. OK, mais là, tu es sur méthadone, tu sais, le temps de stabiliser, ou sur Cadian, tu arrêtes de consommer. Peut-être que tu as besoin d'un agoniste pur pour arrêter de consommer parce que tu consommes vraiment beaucoup, parfait. Après quelques temps, tu vas mieux, tu es prêt à arrêter complètement ta consommation. Ben, tu sais, microdosage, buprenorphine quelques jours, Sublocade, la vie est à toi, ciao, bye. Tu sais, il y a vraiment... Pour les patients, je trouve que ça donne... En tout cas, moi, j'avais
aucun patient qui voulait tomber en sevrage. Surtout ceux qui commençaient à se stabiliser, dire « tu vas me faire revivre ça, laisse faire avec ta molécule bizarre ». Mais maintenant qu'il y a de le microdosage, on dirait que ça devient plus acceptable, le transfert. Fait que je trouve que ça nous a donné vraiment quelque chose dans notre pitch de vente qui est chouette. On a une question à droite. Bien, je voulais juste alimenter la conversation, mais en fait, moi, je suis travailleuse sociale, donc je fais pas de microdosing, mais j'en parle beaucoup parce qu'effectivement, je suis aussi dans Clinique Bosseuil avec des gens qui ont eu des longs parcours avec des essais, des erreurs. Puis, beaucoup de patients ont eu des périodes où ils ont fait une tentative de Suboxone, mais finalement, ça s'est très mal passé parce qu'à l'époque, on disait « il faut que tu arrives 48 heures en sevrage ». Là, ils arrivaient malades. Là, finalement, on n'était pas prêts. Personne n'était prêt, tout le monde vomissait, tu sais, ça marchait pas. Là, comme plus jamais, vous m'avez menti, tu sais. Il y a eu des enjeux, là. Il y a des traumas chez beaucoup de gens. Puis moi aussi, j'étais traumatisée. Comme c'est pas un système, là, dans la rue, tu sais, 48 heures de sevrage dans une ruelle. En tout cas, ça marchait clairement pas. Puis un jour, il y a eu le microdosing. Je sais pas pourquoi on n'avait pas pensé à ça avant, mais là, ça commençait à se discuter. Puis même moi, en fait, j'avais mes traumas de Suboxone. Comme, ben, pas pour nos patients, vous leur referez pas ça. Puis là, quand on a commencé à tenter le microdosing, ben là, c'est autre chose. Tu sais, là, t'es pas malade, là. Puis là, moi, comme TS, ça a été de tout détricoter ça, tu sais, ben non, j'ai vu des gens, ils ont pas été malades. Les récepteurs, ils vont bloquer tes récepteurs, on va te mettre... Tu sais, je pense que ça a repris un dialogue entre que moi, j'ai retrouvé confiance, donc j'ai pu redonner confiance aux patients, puis comme on l'essaye, au pire, on reviendra en arrière. Puis tu sais, ça permet des essais sans mettre la personne malade, puis sans la mettre à risque, puis sans... Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui sont quand même chroniquement dans nos services, là, en Bosseuil, à Montréal, puis des fois, dans mes patients, je suis comme, mais dans le fond, t'en consommes plus des opiacés. Il craque ton affaire. Ben oui. Puis là, il est sur une routine parce que, tu sais, la vie va mal, puis il est dans la rue, puis, tu sais, des problématiques multiples. Puis je suis comme, est-ce qu'on pourrait au moins te débarrasser, tu sais, de ton traitement méthadone, tu sais, ça... Ah, je suis bloquée, le Suboxone, tu me referas pas vivre ça. Puis je suis comme, non, mais microdosing. Tu sais, là, tu te prépares psychologiquement, après ça, tu vas voir le médecin qui rajoute de l'enthousiasme. Puis là, next thing you know, on est en microdosing, finalement, la personne va très bien, finalement, une injection et on la revoit jamais. Puis ça m'est arrivé beaucoup. Moi, je pensais qu'on était en début de quelque chose. Finalement, des sevrages, tu sais, parce que la personne n'en était plus là, puis elle était juste sur une routine de pharmacie. Puis là, je la revois 1 an après parce qu'elle a tous ces autres médicaments, que là, ça retontit. Puis elle va très bien, puis elle n'a plus besoin de nous. Puis c'est quand même... Là, on est un peu dans la discussion de... OK, ça peut aller vite, tu sais, quand on enlève cette routine-là. Puis ça redonnait de la liberté à des gens qui, pourtant, n'avaient pas réglé le reste, là, tu sais. Il y avait plein d'autres affaires, mais au moins, ils sont plus enchaînés à un traitement, puis avec les effets secondaires que ça a. Fait que ça m'a beaucoup étonné qu'on puisse le faire à relais, puis finalement, ça a répondu aux besoins de plein de gens. Puis le microdosing a défait les spectres de quand tout le monde était malade dans des ruelles, puis qu'on leur disait que le Suboxone, ça allait être le fun, tu sais. Fait que voilà. Merci pour ton témoignage. Je peux peut-être juste dire quand même, là, juste pour être fully clair, qu'on a quand même des symptômes de sevrage assez souvent dans le processus du microdosage. Fait que je veux pas que vous fassiez des fausses accroires aux patients. Au contraire, je pense, tu sais, c'est rien comme attends 48 heures en consommant pas puis venant en diaphorèse avec un CAS à 2000. Tu sais, c'est pas ça, mais il faut quand même le prévenir parce qu'il y a des patients qui font le saut. De là, moi, je l'explique, puis je prescris toujours la trousse de sevrage en disant tu la déclencheras si tu la veux. Et si ça t'arrive, appelle-nous, viens nous voir. Parce que là, il y a une petite croisée des chemins quand les patients, finalement, oups, là, ils commencent à être pas si tant le fun ton affaire. Puis là, il y a des patients qui, là, vont prendre des initiatives qu'on aimerait gérer avec eux. Fait que ça serait faux de vous dire que j'ai pas eu plusieurs cas de patients qui sont tombés en sevrage pendant le microdosing. Ceci dit, c'est pas des niveaux de sevrage comme ce qu'on leur demandait avant. Mais il faut l'adresser, je pense, le mentionner avant de commencer. On me mentionne qu'il nous reste 3 minutes. On va prendre d'autres questions. Je vais rentrer dans le 3 minutes. Parfait.
Est-ce que ça vous arrive d'avoir des cas de patients qui veulent comme un microdosage, puis continuer à consommer, puis dans le fond, tu sais, se sentir assez bien pour pas avoir comme de up and down, puis de vouloir avoir encore un rituel à un certain moment de la journée de consommation, puis est-ce que vous êtes confortable à continuer comme ça avec une dose plus faible de Suboxone, puis... Ça arrive-tu? C'est une bonne question. Moi, je suis en milieu hospitalier, fait que je dirais que, tu sais, quand on a un cas microdosage, c'est vraiment pour s'enligner, ultimement, souvent sur le Sublocade, là. Fait que, je sais pas si mes collègues ont des exemples. Pas de temps. Non? Okay. C'est-à-dire que c'est quand même une discussion ouverte qu'on fait avec les personnes sur l'objectif. Puis quand l'objectif, c'est de continuer la consommation, c'est pas impossible de consommer par-dessus de la buprenorphine, mais c'est se complexifier la tâche, à mon avis. Fait que ça dépend vraiment de ce que le patient veut, mais il serait mieux sur un agoniste pur. Fait que souvent, on va dire, si tu n'es pas rendu là, ben co-consomme avec ta méthadone ou ton Cadian. Mais ça peut être une super stratégie de dire, consomme, puis micro-induis-toi, puis vois comment tu te sens, puis peut-être que magiquement, à un moment donné, tu n'auras plus besoin de consommer. Est-ce que c'est ça que tu veux? T'sais? Parce qu'on voit quand même, effectivement, dans plein de protocoles où il y a même des protocoles où tu induis les deux molécules en même temps. Fait qu'on pourrait imaginer un patient qui aurait envie d'essayer, puis pour se rassurer, dire « je vais continuer à consommer, je vais continuer à consommer », puis là, on monte-tu, oui, puis à un moment donné, il va être bloqué, il n'y aura plus besoin de consommer. Mais si c'est vraiment clair que c'est pas ça le but, c'est rare qu'on va le proposer, mais c'est faisable. Ouais, moi, j'avais pas tant d'autres options. J'ai jamais travaillé avec le Cadian, fait que... Mais j'imagine que ça s'applique moins avec le Suboxone, d'y aller comme graduellement, mais je me posais la question. Ouais. On va prendre une dernière question. Oui, je trouve qu'ils ont quand même des symptômes de sevrage, fait que je suis d'accord avec ça. Je lance une petite question vite, je n'ai pas besoin de réponse aujourd'hui, mais au lieu du cocktail traitement symptomatique, pourquoi pas des courtes actions opioïdes pour soulager le sevrage en cours de processus? Il y a quelques case reports où c'est ça qui semble être fait. Puis sinon, ben honnêtement, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ne tolèrent pas le processus, des fois, c'est pas clair, mais je finis par penser que ça peut être des symptômes de sevrage liés au shift sur les récepteurs, mais aussi le fait de ne juste pas tolérer la molécule buprenorphine. Puis ça, j'ai vu ça chez des gens qui changeaient de méthadone longue date à de la Suboxone. Et pour finir, c'est quand même pas grave d'essayer parce que les quelques personnes qui, souvent, au jour 2, 3, 4, là, effectivement, trouvent que là, c'est trop intense puis qui n'ont pas aimé ça du tout, bien, c'est super facile d'interrompre le processus. On enlève la Suboxone, on continue la méthadone, puis en 24 heures, ils sont sur le piton comme avant, là, tu sais. Je voulais juste dire ça. Merci, Dr. Germain. Pour ce qui est des doses de Dilo, comme j'ai pas présenté tout l'outil parce qu'il n'est pas fini, mais en tout cas, du moins, nous, dans notre OPI au CIUS en tout cas, à Notre-Dame, on a on a cette option-là directement, là, parce que bien sûr, ça soulage les patients. Puis effectivement, les espèces de back and forth comme le patient a des symptômes de sevrage ou ne tolère pas la Suboxone, c'est plus facile dans le contexte dans le microdosage. Est-ce que vous avez d'autres commentaires? Peut-être rajouter 3 affaires. La première, c'est que on vient vraiment d'une historique pour les patients où ils choisissaient comme une molécule en mariage à vie. C'est vraiment dur à déconstruire, là. Je pense que c'est quand même important de se le dire collectivement, de dire « Hey, on essaye de quoi? » T'sais, si ça marche pas, on essayera de quoi d'autre? T'sais, on a plus d'options. Ça soulage un peu la pression. Les patients ont comme l'impression qu'ils choisissent pour l'infini. Deuxième chose, en tout cas à Montréal, peut-être, je ne sais pas à Québec, vous autres, mais nous, ce qu'on voit aussi qui nous mélange, c'est que quand les patients arrêtent de consommer des substances illicites, ils font un sevrage d'opioïdes ou de benzo. Parce que, en tout cas, on a vraiment l'impression qu'on voit des sevrages de benzo souvent de nos patients. Puis l'autre question que tu nommes, c'est l'approvisionnement plus sécuritaire. C'est-à-dire que je te prends en charge, tu as déjà de la méthadone, je te switch à la buprenorphine, puis là, je me demande si tu ne seras pas inconfortable au lieu d'aller consommer sa rue. Est-ce que
je te prévois pas effectivement des molécules d'agonistes purs. Ça plaît à l'esprit, là, tu sais, de dire tant qu'à faire, essayons-le avec ça. Je suis d'accord. Ben oui, je conclurais dans un peu, parce que là, Leslie a dit trauma, donc moi, c'est sûr que j'accroche beaucoup là-dessus. Je pense que ça peut être super, justement, thérapeutique pour l'Alliance aussi, hein, parce que, tu sais, pour des gens qui ont vécu ça difficilement, ça peut les activer, là, tu sais, eux, ils se rappellent de tout ce qu'ils ont vécu difficilement. Donc là, on leur propose de faire différemment, on leur propose de faire avec eux. Puis oui, avec l'approvisionnement plus sécuritaire aussi, tu sais, de dire, je vais t'en donner des courtes actions parce que je vais être sûre que tu revives pas, tu sais, qu'est-ce que tu as vécu. Je pense que ça peut être très, très bon pour le cheminement aussi de la personne, tu sais, de voir que là, on est vraiment plus à l'écoute puis que justement, ils feront pas ça tout seuls, tu sais, dans une ruelle. Donc ça peut juste, même si ça marche pas, les aider à atteindre comme un, tu sais, dans la fenêtre de tolérance, là, d'être comme plus groundé au niveau de, OK, je suis ouvert, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent arriver. Comme ça, même si ça marche pas, dans 1 an et demi, quand on va peut-être avoir une nouvelle chose à leur présenter, mais ça sera de moins en moins traumatique à chaque fois. Tu sais, ils s'activeront pas autant. Fait que je pense que ça vaut vraiment la peine, l'approvisionnement plus sécuritaire de courte action. Moi, personnellement, j'en parle ouvertement avec mes personnes, puis ça les aide. Puis quand l'Alliance est là, ben moi, ils m'appellent pour me dire, tu sais, je l'ai utilisé. Ah, j'ai un message, là. J'ai pris 5 comprimés sur 10. Bon, ben parfait, on continue, on lâche pas. Fait que je pense que c'est dans vraiment le discours ouvert avec la personne qu'on chemine avec eux. Bon, bien, je remercie nos 3 présentatrices. Merci beaucoup pour l'excellent travail.